Hello again. I'm gonna speak after the audio is speaking. Oh, it's being played. I'm gonna play the audio and I'm gonna speak after that audio. It's French audio. Hope you like it. Je vais aller maintenant sur la France. Radio France, et puis je vais jouer l'une de mes préférées. Donc, je vais vous lire La Peste. Donc, c'est un podcast que j'aime beaucoup parce que c'est très long. Il y a plus d'une personne qui parle le sujet que j'aime, parce que j'aime l'épidémie, j'aime ce sujet. Ok, je commence maintenant. Si tu as écouté cette vidéo, la première lettre reçue par Hermès remonte au 30 décembre 2019 et l'effet d'état d'une cas de pneumonie d'origine inconnue dans le puissant se situe à Wuhan. La grande peste, la grande tinnitus, le premier épisode, l'itinéraire d'un épisode. Et je suis dans le fenêtre, il y a la sirène qui l'une des caractéristiques qu'on font, que je parlais de la crise de Covid, c'est que nous vivons en direct une maladie que l'on identifie, que l'on reconnaît, mais il y a une instantanéité de l'affection et de la connaissance. Alors qu'il faut comprendre ce qui se remet dans les conditions historiques, ou si vous voulez, quand on parle de la peste des Noirs, nous parlons de la peste, quelque chose qui a produit la mort de moitié, peut-être plus de la population européenne, et sans que personne n'ait que moyen intellectuel de comprendre ce qui se passait. Si nous voulons vraiment être rigoureux, on ne dirait pas Inter est mort de la peste, mais Inter est mort de ce que nous appelons aujourd'hui la peste. Comme vous allez s'effrayer, donc comme ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était, ils appelaient peste, ce que vous aimeriez, mais ce n'était pas la nôtre. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est un même mot pour désigner des choses qui sont radicalement différentes, le fait de savoir et le fait de ne pas savoir. Et ils ne savaient pas, absolument pas, ce qu'était la mortalité, ce que les fauchait, et c'est pour ça qu'ils l'appelaient pestis. C'est le projet Aurea Mundo. En 1346, dans le pays d'Orient, un homme remarquable un retard de sécurité fut terrassé par une mystérieuse maladie qui entraîna la mort subite. Pendant longtemps, il parlait de pestilence, d'épidémie, de mortalité, de maladies de bosse, particulièrement de peste ou de peste universelle. Et parfois, il disait grande mortalité car la pluie matérielle, c'est bien elle, la progrès du boîte familial. C'est ce qu'on appelait plus tard la peste noire. Je le sais parce que les grands pestes, c'est moi. Les hommes et les femmes est tombé comme des mouches. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter. Ce qui s'est passé aujourd'hui vous aidera à comprendre. J'ai beaucoup voyagé, je suis venu d'Asie et mon passage sur le Tartare n'est pas passé inaperçu. Une colonie orientale est fréquentée par les hordes de Tartare. Les marchands chrétiens étaient si terrifiés qu'ils sont fuis au Kaffa, une colonie fondée par les Génois. Mon Dieu! Si vous avez vu comment les Rastataires parallèles sont dans la scène de la ville de Kaffa et un projet les chrétiens. Mais voici qu'un jour, toute l'armée fut touchée par une maladie qui a gagné les Tartares et a tué des milliers chaque jour.
il y a un oiseau, on est là, au bord de l'eau, on voit un grand paquebot rouge qui s'en va. Julien Oiseau, il est médiéviste, il enseigne à Aigues, il a fait une carte de chemin, c'est pour ça qu'on va le voir. Il se remet nous dire où on est. Nous sommes à l'entrée du port de Marseille, de l'Union médiévale de Marseille, en face de tout l'abbaye de Marseille, qui était située à la mire de la ville. Alors, le port de Merveille, au milieu du XIVe siècle, a décliné depuis le XIIIe siècle, à la fois d'Italie, du Nord, notamment du port de Gênes, depuis la côte catalane. C'est là qu'en novembre 1347, des navires en provenance de Gênes introduisent pour la première fois les bassins de la peste à Marseille. Alors, le bassin a suivi les itinéraires des navires génois depuis le grand comptoir génois de Caffa, en Crimée, via le comptoir génois de Péra, de Constantinople, puis via Messine jusqu'au port de Gênes et ensuite dans tous les ports que j'ai notamment à Marseille. C'était comme si des rêches tombaient sur des vrais pour frapper et les requins du Tartare. Et les morets, dès que des signes de maladie apparaissaient sur leur corps, donc confracé les morets, suivi d'une fièvre putide. Les Tartares mourants, abassés stupéfaits par les monstres par la maladie, et vers le siège. Mais avant, ils ordonnaient que les cadavres soient placés dans des catapultes et lancés dans la ville, dans l'espoir que la pluie intérieure tuerait tout le monde intérieur. Des montagnes de morts étaient jetées dans la ville. Et les chrétiens ne pouvaient ni cacher, ni fuir, ni s'échapper. Voilà, aucune chance d'échapper, des morts par milieu, des bonnes spectaculaires, je parlais de ma mort. Et Gabriel de Mésis, à l'époque, a fasciné une histoire devenue mythologique. Au départ, c'était simple. Au départ, cette maladie se racontait à hauteur d'hommes. Mais les femmes et les hommes qui en étaient victimes, alors lui, c'est pas très quelque chose. C'est un médiéviste, il est spécialisé à ville. On a été parce que depuis les dernières années, il donne encore au Collège de France. Et sur ceci, fragile, l'ex-Vézémo, jeune de guerre, siège de Caffa, des catapultes, des cadavres empoisonnés, des trafics, des bateaux, des puissances commerciales, des communes, alors on voyait arriver les mal, la mort par les ports. Et là, justement, si on remonte à cette histoire des bateaux, d'où la tient. On lançait dans les Seychelles. Et ce témoignage unique du siège de Caffa, ce n'est pas vraiment un des témoignages. Guillaume de Mésis n'a pas été témoin de la scène et raconte. C'est une reconstitution poétique par quelqu'un qui est très loin du théâtre des opérations, un auteur de plaisance qui cherche ou qui vont exprimer ce qu'il sait par l'image la plus frappante, la plus effrayante. Donc, ce qu'il sait, c'est que la peste vient des bâtons sous des raisons commerciaux génois à Merlano. Ce qui est très probable ici. Bientôt, les cadavres pionniers suivent l'air et empoisonnaient la provision en eau. Et la pluie encore écrasante qu'à peine un seul plusieurs millions, ce qui reste de l'armée tartare. De plus, un homme affecté peut infecter des personnes déliées par le cerf local. Ce n'est pas que ça n'a pas existé le siège de Caffa par les troupes mongoles. J'ai dit que, comme souvent en histoire, c'est la trace d'une intrigue qui doit nous conduire vers peut-être une autre chose. Les Mongols, ils sont porteurs dans l'imaginaire occidental d'une frayeur guerrière et apocalyptique. Quand ils sont parés de l'année 211
habitués au monde, eh bien, ils ont été immédiatement assimilés à Gog et Magog qui est allé ouvrir les portes des rangs de l'enfer et sont déversés sur l'Occident. Donc, le Mongol, c'est le nom du peuple de l'Apocalypse qui va précipiter la fin du temps. C'est la peste. Donc, ce qui fait peur depuis le XIIIe siècle, c'est le Mongol. Donc, la peste vient de Mongol. D'une certaine manière, n'est pas reportage, ce qu'il y a encore, mais il documente sur l'effroi que dans l'Italie, cette maladie est nouvelle et inconnue suicide. Alors, le but de la peste sur l'enfant des armées mongoles est la route des marchands qui profitent de la protection des armées mongoles par l'empire mongol au commerce asiatique. Et c'était par hasard si on trouve les uns les autres à Kaffa, ces grands comptoirs commerciaux de Crimée tenus depuis le XIIIe siècle par cité des jeunes. Mais on se retrouve des marchands, toutes les nations marchandes de cette partie du monde au Moyen Âge. Ce sont des itinéraires à la fois des armées de marchands mais désespérés qui ont conduit à la dissémination de l'épidémie. Or, parmi ceux qui sont échappés des Kaffa en bâton, il y avait quelques marais qui avaient infectés par les maladies vénéneuses. Certains bateaux partaient pour Gênes, d'autres allaient à Venise et vers votre région chrétienne. Chaque ville, chaque village était empoisonné par la peste contagieuse. Quand personne était empoisonnée, alors qu'il tombe et mourait. Ainsi, la mort entrait par la fenêtre. À mesure que les villes et les villages sont dépeuplés, les habitants pleuraient, les voisins morts. Mais c'est intéressant parce qu'on a un épisode en partie légendaire dont les historiens et médecins apprennent se méfier et reconnaître des motifs imaginaires. Donc, ils le décodaient sur le plan historique, mais ils le recodent aujourd'hui. C'est-à-dire, cet épisode, il dit quand même quelque chose sans donner de la diffusion de la peste, mais pas comme il prétend le dire. Mais pas comme un acte de guerre qui ferait du corps pestiféré une arme bactériologique, mais comme un transfert de l'agent pathogène, vraisemblablement comme de ce côté-là. C'est vrai, mais en rapport avec de grands mouvements de population en Asie centrale. Kaffa, effectivement, joue alors effectivement de la dispersion de la... On peut remonter plus loin. La peste de pandémie diminuée du XIVe siècle. On sait déjà que l'année précédente, de 1346, les grandes villes de la vallée de la Loire, qui sont les grandes villes de ce grand royaume mongol qu'on appelle la Haute-Dol, la capitale notamment Sarai, c'est aussi la ville d'Astrakhan, sont ravagées par la peste par le 1346. On trouvait un jarron intérieur en se rendant dans une région suicide de lac de Balahash, de l'Issikoul, ou de cimetières monastiques, de communautés monastiques chrétiennes et historiennes, ont été étudiées à la fin du IIe siècle par les archéologues russes et mis en évidence une surmortalité dans ces communautés historiennes en toutes les années de 1338-1339. Souvent, on m'appelle les grands pestes de 1347, mais ce n'est pas ma vraie date de naissance. C'est juste des récits racontés par les Européens. Alors on peut tenter de monter une affaire. On pourrait dire que c'est 1338 dans une très vieille lac tardive immense de la frontière de la Chine, du Kyrgyzstan. Mais ce n'est pas encore ça. On peut remonter encore plus loin. C'est probablement dans cette région du Tibétain.
s'est maintenu à l'état endémique dans les populations rongeales de tous les gerbilles. C'est probablement sur le plateau tibétain que Yersinia pestis a connu une mutation, une polytomie liée peut-être à un changement climatique d'autres animaux provoquant l'appui de dunes bacilles au des Tibétains. L'hypothèse tibétaine est une autre question. C'est que lorsque les Mongols ont conduit les premières attaques contre les cités du Tibet, nous sommes dans les années 210, ils ont dû se faire face à des maladies inconnues, foudroyantes. Est-ce qu'on a déjà là une première apparition de la peste avant la grande pandémie du XVIIIe siècle? Aujourd'hui, on se pose la question, la vie cosmique, de qu'est-ce qui a précipité cette espèce. Ce sont des expressions évidemment qui sont lointaines et loin d'une occupation en quelques années. Et maintenant, évidemment, depuis la crise sanitaire de Covid, surtout, on croit tout savoir sur le passage de l'épizootie à l'épidémie. C'est un changement climatique, environnemental. En fait, on a été sagement sur les bateaux des marchands génois et nous voilà transportés très heureux dans les étoiles et dans la lumière cosmique qui vont changer les conditions climatiques du monde, ou très en bas si je veux dire, mais dans le paléogénomique, dans le marchand pathogène et Yersinia pestis. Enfin, ce sont tous les échelles qu'il faut tenter de combiner, saisir le début de la peste. La dite motardée du temps, commençant de Jean Fider, puis Montanetare, puis à travers moi, Avignon, où il frappa quelqu'un signal rarement, il releva toute sa famille. Puis la Gascogne, puis la Spagne, petit à petit, et vit le virage de rue en rue jusqu'en Allemagne. Mais elle est toujours moins que nous, gens de Venise. Alors, de la même manière, l'épidémie remonte les voies commerciales. Les cités italiennes sont très rapidement en train de les 13h47. En connaissant l'intensité des échanges qui les lient entre elles, les pays allemands sont probablement à la fin de bientôt par l'ouest le royaume de France. Encore une fois, un rôle sans doute très important de voie réfugiée. Encore une fois, la peste pourra attendre. Sans doute, le domaine de loin d'Angleterre. Le nord de la France actuelle, c'est la région laquelle a aussi qu'elle est longue dans le trait. Apparaît faisons entendre. Trop loin de l'autre ou des fleuves, trop isolé, trop enclavé, en Finlande, en Islande, de quelques vallées pyrénéennes, et même des choses que je ne m'expliquais pas, je n'ai pas passé par qu'un patron. Mais il y a aussi les endroits qu'on ne sait pas. Est-ce que j'étais ou est-ce que je n'étais pas? La peste sème l'effroi et la mort. Elle commença par le pays de l'obscurité et courait pendant 15 ans. La Chine ne fait pas épargner et ne peut empêcher qu'elle pénètre dans ses forteresses de plus puissantes. La peste affligea les Andes et ravagea le Sud. Elle saisit dans ses mains qui est venue comme le pays de Zbek. La peste augmenta et s'étendit plus loin. Pendit sur le pays de Kitaï et loin de Crimée.
Le rhume de ce genre est le vagal Chypre. La peste détruit touche que les touche et jeta les villes et anéantit tout mouvement Alexandrie. Puis il se tourna vers la haute Égypte. Ravage de la peste en Éthiopie, interconnexion, du grand commissaire international. Expliquer très aisément c'est la région par la peste. En effet, les mesures et les travaux de Mario de Roy ont montré que finalement la raison pour laquelle la peste n'avait pas mis en évidence en Éthiopie pour cette période jusqu'à présent était liée au fait que personne ne s'était vraiment posé la question. J'ai le choix. Des sangs esteux qui sont connus en Europe, qui viennent d'Europe, qui viennent de l'Italie plus particulièrement, qui sont importés en Éthiopie à cette période pour lutter contre la maladie. Donc, dans un effort de spiritualité pour résister à cette maladie. Je ne pas un Saint Eloque en particulier, mais aussi Saint Sébastien. Priez pour nous. Priez pour nous. En revanche, l'Afrique aussi du Sahara, une véritable de connaissance, et nous n'entendons pas la peste, notamment des cités de la boucle du Niger. On sait qu'ils sont régulièrement en relation avec les grands l'Afrique du Nord et surtout avec la capitale égyptienne à laquelle, à cette époque, était ravagée par la peste. Est-ce que nous avons là une exception liée au climat ou liée peut-être aux différences écologiques ou bien avons-nous simplement un manque qui est lié au fait que nous n'avons pas de sources secrètes pour cette période pour l'Afrique subsaharienne. Si vous voulez, je me suis posé la question à l'envers, qu'il n'y avait aucune raison valide pour expliquer que la peste ne se serait pas répandue par le reste de l'Afrique à cette période. Je me déduis que la maladie avait peut-être impacté l'Afrique subsaharienne, mais qu'en effet, on avait un problème d'invisibilité de cette crise, en l'absence de sources traditionnelles qu'on utilise pour la peste. Et du coup, l'utilité de se retourner vers d'autres sources. La peste. J'ai découvert un site archéologique au Ghana, qui est un site d'un type bien particulier, sont des villages entourés de sources. Et en travaillant sur ce site, ça s'appelle la Klokoa, dans le site du Ghana, je me suis rendu compte qu'il y avait un abandon de ce site au XIVe siècle. Et je me suis rendu compte également que cet abandon n'était pas restreint au site que j'étudiais, mais que ce type de site avait été abandonné dans la région, disons à peu près la première période, qui sont des crises régionales. Et en comparant un petit peu avec, disons, l'histoire globale, je me suis rendu compte que peut-être qu'il y avait là un écho qui était lié à la peste. Et c'est vrai que l'abandon des sites d'habitat, c'est vrai. Le réflexe, c'est bien connu, c'est bien documenté, inédit. On voit une
crise politique d'une certaine manière au travers de ces géographies changeantes et de grands centres de pouvoir, des grands centres urbains. On voit également émerger de nouvelles entités politiques, de sortes de cités-États que l'on voit très bien émerger dans le contexte archéologique parce qu'elles sont toutes de grandes enceintes qui n'existaient pas auparavant. Il nous manque des éléments probants, c'est-à-dire éventuellement de restumer dans lesquels on pouvait isoler de la dénoncier de Synapestis, les pathogènes responsables de cette maladie. On n'a pas encore ces preuves en Afrique. Pour l'instant, véritablement, pour moi, la peste, c'est une hypothèse de travail. Je pense qu'il faut en effet faire attention pour ne pas tout à coup toute anomalie, toute crise dans l'histoire de l'Afrique du XIVe siècle devienne une conséquence de la peste. Maintenant, pour ma part, je ne voudrais pas me priver de cette hypothèse de travail parce que, une fois plus, elle convient assez bien à ce que j'observe sur le terrain et je pense tout particulièrement aux bronzes qui ont été retrouvés sur ce site de l'Eiffel, qui sont donc des objets qui étaient précieux à cette époque, qui sont cachés par les gens qui partent de cette ville et avec l'espoir sans doute de revenir, qui ne revient jamais. Atteinte par la peste. Alors, quand il sort l'autre par les sources arabes, on a fait extrêmement de mentions de permis dans les années 1340, générique d'épidémie. Et là, les sources secrètes ne donnent pas l'argument pour conclure à une diffusion effective de pandémie de peste en Chine des années 1340. Il y a donc ici l'énigme, sachant qu'on ne sait pas ailleurs. La Chine connaît bouleversement à partir de 2047. Taïwan n'est pas non plus exclu que ce bouleversement soit la déstabilisation à les années peste. C'est que parfois je n'ai pas reçu de traces, il n'a rien créé, ou bien rien n'a pas regardé pour les historiens aujourd'hui. Et puis parfois, dans certains endroits, par conséquent, à partir du moment où la carte de la dispersion en quelque comme ça de temps, on met en évidence aussi plus enclavés ou pour tarder d'arriver. C'est le cas des pays russes, mais les grands virus qui ne vont pas assez tardivement, alors qu'ils même fait partie du domaine de la orthodoxe, soumise au royaume en temps de 1346 ou 1347. Notre première mention Notorog, 1347, puis Monsieur Kiev, sans doute des enclavements de commerciaux du temps. On est très enclavé, 1347, 1343, qui montre que le bacille continue évidemment à circuler, qu'il est en train de Méditerranée occidentale. Que je finis par m'installer, je faisais des pauses, puis je vais apparaître ici, et tous les 10 parfois moins, parfois plus. Dans tous les temps, en Europe, la grande peste, enfin, mon itinéraire a duré 400 ans. Et ce qui a marqué durablement, ce qui a traumatisé la population, c'est la mort en masse. Une mort infatigable qui a tué peut-être un tiers de l'humanité. Mais comment compter? Merci à Julien Noiseau, Patrick Boucheron, Gérard Choix. Lecture, Sarah Chemet,
et connaissance. Documentation en train vigoureuse. Présentation Yves Léos, Christophe Papon et Jules Garand. Mixage Éric Bosson. La Grand Peste, la Prente d'Intus, itinéraire d'une épidémie, Rémi Caron, Anne Pérez.